Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le conflit israélo-palestinien continue de diviser beaucoup les Canadiens. Et le premier ministre, Justin Trudeau, a fait cette déclaration un peu plus tôt aujourd'hui. Vous avez parlé du coût de la justice il y a une semaine. Si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher? Mario, pourquoi, selon toi, M. Trudeau a fait cette déclaration maintenant, un mois après le début du conflit? Ah, c'est une bonne question. On se l'est posé en direct ce matin parce que, Ouais. Julie, pour tout dire, moi, j'ai couvert ça en direct ce matin. C'était dans le cadre de l'émission entre 10h et midi. Et on n'était pas averti de ça, là, d'une déclaration majeure de M. Trudeau. Donc, on était à toutes les semaines, on laissait, c'est tellement rapide, des fois, il arrête 60 secondes, des fois moins. Tu sais, il descend l'escalier, il tourne, il prend le corridor, il va rejoindre son caucus, là, tu sais, c'est sa réunion hebdomadaire du caucus. Mais souvent, là, il arrive comme ça, puis il prend le temps de répondre à une ou deux questions des journalistes sur les sujets d'actualité. Alors là, ce matin, il s'est arrêté. Il a parlé longtemps, là. Il y avait un message sur la nécessité d'une pause humanitaire, une pause longue pour l'aide humanitaire à Gaza, etc. Donc ça, il a fait tout un segment là-dessus, en anglais et en français. Et ensuite, il a repris la parole pour un deuxième sujet pour parler du vivre ensemble au Canada et qu'il était inacceptable que au Canada, que ce soit les musulmans contre les juifs contre les musulmans ou n'importe qui contre les musulmans et les juifs, que ces discours haineux ne pouvaient plus être tolérés au Canada. Moi, je dois dire que j'ai apprécié son intervention. Pourquoi maintenant? Ben, je pense que ce qui s'est passé au Québec, probablement, c'est pas. Écoute, il y a eu des événements à l'extérieur du Québec aussi, mais il s'est passé quand même. Il est quand même un Montréalais, M. Trudeau, puis il s'est passé des choses bizarres. Là. Dans les 24 heures précédentes, on a comme pris conscience de l'ampleur du discours haineux d'Adil Sharkawi. Ensuite de ça, un médecin cardiologue de la Rive-Sud, Dr Sabat, qui fait un discours en disant là, on ne pourra plus séparer les bons des méchants, on rase tout à Gaza. Je pense que ça a quand même secoué M. Trudeau. Plus, il y a eu, je pense, des objets incendiaires devant une synagogue dans l'ouest de Montréal. Ouais. Donc, une série d'événements où il a senti le besoin d'un rappel du premier ministre. Et, ce qui se disait spontanément, là, parce que ça a surpris tout le monde, puis ce matin, durant mon émission, puis même les gens en studio, les gens disaient, là, on a eu comme le meilleur de Justin Trudeau, là. Émotif, passionné, ferme, un message important. Bon, est-ce que c'est le bon moment? C'est toujours trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres, mais je pense que on sentait qu'il y a une dégradation de l'atmosphère et je pense que c'était un moment approprié pour que le premier ministre livre comme ça un message fort. Le chef du Bloc québécois, qui réclame aujourd'hui un cessez-le-feu, Mario, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, selon toi? Ouais, chacun fait son devoir selon ce qu'il pense. Moi, je pense que M. Trudeau, dans le langage, là, de demander une pause humanitaire, puis c'est quasiment un cessez-le-feu qu'il demande, parce qu'il demande une pause humanitaire significative, là, longue, et commence déjà à parler de l'après. Donc, on a l'impression que M. Trudeau est déjà rendu. Donc, mais c'est que demander un cessez-le-feu, il faudrait minimalement le demander des deux côtés. Mais je sais que l'on dit que c'est comme une guerre asymétrique, c'est comme un pays avec une armée très forte contre un groupe terroriste. Mais moi, je me sens mal de parler d'un cessez-le-feu alors que je n'ai aucune indication que le Hamas veut un cessez-le-feu. Le Hamas lance encore des roquettes. Le Hamas est encore au combat. Oui. Bon, là, on demande... on demande un cessez-le-feu à Israël, là. Puis le lendemain, il y a une roquette qui tombe sur un hôpital en Israël. Ça veut dire, Israël va dire quoi? La population d'Israël va dire quoi? Va dire, OK, notre gouvernement a accepté de répondre à une demande internationale d'un cessez-le-feu, puis nous, on se fait tirer dessus, puis on fait plus rien. Donc, tu te questionnes à savoir si on peut réellement négocier avec le groupe du Hamas.
Ben, en fait, minimalement, il faudrait que le Hamas démontre un intérêt pour un cessez-le-feu. Pour l'instant, on a toutes les indications que le Hamas veut continuer à combattre, ou on sait pas trop. On dit que c'est pas vraiment du côté du Hamas, là, en droit international, mais c'est pas vraiment un pays avec une armée qui combat. C'est un groupe terroriste qui fait ses affaires. C'est pas pareil comme l'armée d'un pays. Ce qui est vrai. Mais tu sais, entre toi et moi, Julie, si toi et moi, on était des résidents d'Israël qui avions nos maisons pas loin de la frontière, tu sais, cette nuance-là de dire, c'est pas un pays qui combat, c'est un groupe terroriste à Gaza qui combat, on dirait, ouais, mais là, nous autres, les roquettes nous arrivent au-dessus de la tête. Fait que c'est pas... Donc, s'il y avait un cessez-le-feu, il faudrait être bien certain qu'une force internationale vient dire, nous, c'est plus Israël qui bombarde Gaza. C'est nous, là, une équipe de Français, d'Américains, de Canadiens, d'Allemands qui va s'occuper du Hamas, puis qui s'assure que le Hamas tire plus de roquettes, que tout s'arrête, puis qu'on les désarme. Parce que en bas de ça, je vois pas comment Israël pourrait accepter une trêve, là. Les 80 000 membres de la FIC sont en grève aujourd'hui et demain. Mario, tu as entendu, tout comme moi, plusieurs grévistes sur les lignes de piquetage. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment près d'une entente, non? On n'est pas près du tout d'une entente. En fait, il n'y a pas de progrès. En fait, les syndicats ont dit qu'ils ne feraient même pas de contre-offre. Le gouvernement a mis dans ses paramètres budgétaires, hier même, a remis les chiffres qui sont déjà dans l'offre, donc ne semble pas avoir la moindre intention de déposer une autre offre. Du côté du gouvernement, on dit, garde, nous, on a déposé fin octobre la 4e offre. On l'a augmenté, on a remis 1 milliard dans le plateau. Et maintenant, c'est aux syndicats à faire une contre-offre. Là, c'est à eux à bouger. Et là-dessus, autant, je suis le premier à dire, je pense que l'offre du gouvernement ne sera pas suffisante. Il va falloir qu'il en remette d'autres éventuellement. Elle ne sera pas suffisante pour arriver à une entente, permettre aux employés de faire face à l'inflation, peut-être faire un petit peu de rattrapage. Mais je suis quand même d'accord avec la ministre Lebel. C'est plus au tour du gouvernement à faire la prochaine offre. Là. Maintenant, c'est chacun son tour. Là. Dans une mise, je sais pas, mais dans l'achat d'une maison, là, offre contre offre, c'est chacun son tour. Là. C'est pas le même qui fait 4 fois des contre-offres. C'est chacun son tour. Et là, la ministre Lebel a raison de dire, c'est au tour des syndicats maintenant de faire un bout de chemin, de déposer une contre-offre. Alors, quand ils disent, nous, on ne le fait pas, tant qu'on n'aura pas une offre sérieuse du gouvernement, je suis désolé, là, mais ce qu'il y a sur la table, c'est une offre sérieuse. Moi, comme contribuable qui paye, là, c'est 8 milliards de notre argent futur qu'on met là-dedans. C'est peut-être pas assez. Les employés du secteur public, cette année, veulent un rattrapage, ils veulent plus. Je respecte ça. Mais je respecte pas le fait qu'ils disent que c'est pas une offre sérieuse puis qu'eux, ils ont pas à négocier. Et je veux dire, j'ai un malaise. Je l'ai écrit ce matin dans le journal, mais j'ai un malaise de penser que là, on s'en va dans des grèves. Puis là, la semaine, on a montré le calendrier tantôt. La semaine du 20, 21, 22, 23, 24, ça va être tout le temps. Ah ouais, là, tout le monde est en grève. Puis après ça, j'ai l'impression que ça nous conduit vers des grèves générales illimitées quelque part en décembre, qu'on va tomber dans autant de journées de grève, autant de dérangements pour la population, sans même qu'on ait négocié. Sans même qu'on ait vraiment... Alors qu'une des deux parties l'aurait même pas soumis une première contre-offre, là, que le syndicat n'aurait jamais bougé d'un iota. Je me dis, on est rendu loin, on est rendu dur, là. On est loin d'un règlement. Dans une vingtaine de minutes, il y aura cette rencontre au sommet entre notamment François Legault et Bruno Marchand concernant le tramway de Québec, le plan B du maire de Québec, qui veut toujours poursuivre son engagement de construire un tramway à Québec. Maintenant, on a l'impression, Mario, que ça risque de repartir à la case départ, qu'on met tout de l'avant, peut-être un métro, peut-être un service rapide par bus. Comment tu vois cette rencontre, toi? Je suis assez sévère. Il faut qu'ils accordent leur violon. Là, moi, je suis assez sévère avec le comportement des deux côtés. D'abord, j'ai trouvé que le maire Marchand avait un côté cavalier dans la façon dont il traitait les ministres et tout ça. Tu peux être pas d'accord avec des gens, mais un, tu as besoin d'alliés. Deux, tu devrais pas être gros dans tes souliers. Là, ton projet va pas bien du tout. Je trouve que le maire Marchand aurait dû garder avec les membres du gouvernement un ton plus respectueux. De l'autre côté, à la CAQ, c'est désastreux. Je veux dire, ils sont pour ou ils sont contre le tramway, on ne sait même plus. Mais, officiellement, là, comme parti politique, en campagne électorale, il était pour. Officiellement, sur papier, c'est un parti, c'est un gouvernement qui est pour le tramway, mais qui est contre. Que là, tout le monde dit, ouais, mais tu sais, il y a celle de le bousiller par en arrière. C'est détestable aussi comme position. Là. Autant on peut... Le maire Marchand, au moins, c'est à visière levée là, qui s'est exprimé, mais au gouvernement, on joue par en arrière. Alors là,
Le monde de Québec mérite mieux que ça, là, de savoir au moins, d'avoir leur juste, savoir qu'il y en a, puis de savoir qu'ils sont peut-être pas d'accord sur tout, mais qu'au moins qu'ils travaillent main dans la main, qu'il y a une volonté de collaboration. Alors, je m'attends à ce qu'au sortir de ça, on nous annonce, tu sais, je m'illusionne pas sur le fait que tout le monde va s'aimer et va s'inviter à leurs noces, là, mais je m'attends à ce qu'on annonce une ère de collaboration un peu plus acceptable pour une population, surtout quand on joue avec des milliards. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec un projet? Le problème, c'est que le projet de tramway, il y a du plomb dans l'aile, le monde n'en veut pas. Sauf que c'est un projet qui est avancé. C'est un projet qui est quasiment rendu à l'étape de la réalisation. Les plans sont tous faits. Il y a même de l'argent. Ben oui, ça, il y a des centaines de millions déjà de dépensés. Alors que, comme tu le disais dans ta question, n'importe quel autre, nomme-les, n'importe quel autre projet qu'on relance, là, on retourne à la page blanche de refaire le début du commencement d'un plan. Puis, c'est des années. Puis durant ces années-là, les prix de travaux baisseront pas. Là. À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.